Bonsoir à tous, bienvenue sur RP Media. Aujourd'hui, on va parler de coopération internationale, entre le Mali et la France. Et plus précisément, on va disséquer la visite du Premier ministre français Édouard Philippe au Mali. Du 22 au 24 février 2019, le Premier ministre français Édouard Philippe et Florence Parly, la ministre française des Armées, se sont rendus au Mali, à Bamako. Cette visite était placée sous le signe du développement économique et de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qu'on a bien voulu nous dire officiellement, dont on a fait la promotion. Mais il y avait un autre volet de cette visite-là qui a moins fait les choux gras des médias. C'était le volet axé sur l'immigration. D'ailleurs, pour prouver que l'immigration était au cœur de cette visite d'Edouard Philippe, il est venu avec Laurent Nunez, qui est le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Pourquoi Édouard Philippe est venu en réalité? Depuis un certain temps, on se rappelle, depuis Nicolas Sarkozy, la France essaie d'utiliser le Mali comme un pays test pour réguler les flux migratoires. Quand on présente les choses comme ça, on voit juste des statistiques et on en oublie les fondations, on en oublie euh, les variables qui nous amènent à parler de régulation des flux migratoires. On parle très peu des êtres humains, on parle beaucoup de chiffres, on parle de financement de projets, on parle d'entente entre hauts responsables des pays, mais le sort de ces migrants qui sont quand même des êtres humains avec des droits, avec des émotions, sont très peu évoqués. Donc très clairement, la France était venue demander au Mali de récupérer ces migrants en situation irrégulière en France. Et des chiffres ont été évoqués. Et quand on dissèque un peu ces chiffres, quand on les analyse profondément, il y a un côté pervers quand même dans cette façon de présenter les choses. Euh, L'État français avance un chiffre d'environ 100 000 Maliens en situation régulière vivant en France. Seulement 100 000 Maliens en situation régulière. Et du côté malien, notamment le ministre des Maliens vivant à l'étranger, Yaya Sangaré, lui pense qu'il y a plus de Maliens en situation régulière que ça. Et pourquoi je parle de côté pervers? C'est que on n'avance aucun chiffre euh, concernant les Maliens en situation irrégulière. Revenons un peu en arrière, en 2008, quand Nicolas Sarkozy proposait au Mali de signer un accord de réadmission des Maliens en situation irrégulière de France. À l'époque, le président Amadou Toumani Touré avait dit niet. Et de 2008 jusqu'à aujourd'hui, la France sait que c'est très risqué pour un dirigeant malien de signer un accord de réadmission avec la France parce que, comme je l'ai dit, on parle de 100 000 Maliens en situation régulière, on n'avance pas de chiffres. De façon officieuse, on avance le fait qu'il y a à peu près le même nombre de Maliens en situation irrégulière en France. Quand on connaît un peu la chose, quand on s'intéresse un peu à la chose, on voit que, quels que soient les chiffres donnés, on est très très loin de la réalité. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de la France, on pense qu'il y a des pays majeurs qui sont pourvoyeurs de migrants en situation irrégulière. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, le Mali. Et pourquoi on commence par le Mali? Pourquoi le Mali est un pays où on fait le... Pourquoi le Mali est le pays dans lequel on fait le crash test? Tout simplement, c'est là de la structure étatique au Mali, des relations de dominé à dominant ou de dominant à dominé qui lient le Mali à la France aujourd'hui, en tout cas sous le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc le grand test, ça va se passer au Mali, en tout cas c'est ce que la France prévoit. On demande aux Maliens de récupérer les Maliens en situation irrégulière
à travers un accord de réadmission, d'ailleurs qui avait fait couler beaucoup d'encre. On se rappelle en 2015, après le sommet de la Valette, comment les conclusions ont été vendues. Les autorités maliennes ont été obligées de se justifier face à la gronde populaire des Maliens à travers le monde, et notamment en France, à Paris. Ça a abouti à la prise du consulat pendant 10 jours par le collectif Main Propre. Et quand on voit ce qui s'est passé avec la visite d'Edouard Philippe au Mali, on se dit qu'il y aurait peut-être un remake de ce qui s'était passé dans ces années-là, parce qu'aujourd'hui les Maliens sont mieux formés, les Maliens sont mieux organisés. La riposte ne se fera pas du tout attendre si toutefois il arrivait aux oreilles des Maliens que la France et le Mali seraient en train de concocter un accord de réadmission des Maliens. Aujourd'hui, la France estime tout simplement que le Mali ne délivre pas suffisamment de laissez-passer. Il faut savoir que le laissez-passer, c'est le document sans lequel on ne peut pas expulser, en tout cas un migrant qu'on qualifie de malien. Et quand on arrête un migrant dans la rue ou dans n'importe quelle situation que ce soit et qu'on le soupçonne d'être malien, c'est aux autorités consulaires du Mali en France d'attribuer un document officiel, donc le laissez-passer, qui atteste que c'est un Malien et que les autorités françaises ont le droit de l'expulser vers le Mali. Et donc la France accuse le Mali de ne pas délivrer suffisamment de laissez-passer. Et d'ailleurs, le ministre Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'extérieur, dit que il y a 2 ans, le Mali était à 11% de délivrance de laissez-passer. Ça signifie que sur 100 personnes qu'on présentait aux autorités maliennes, et elles délivraient 11 fois des laissez-passer pour être expulsés. Et aujourd'hui, le ministre dit, aujourd'hui en 2018, hein, ce sont des chiffres de 2018, nous sommes à 62%. Et donc il y a quand même une explosion exponentielle, hein, de ce chiffre. Et par contre, la France dit que le Mali est à 49%. Donc il y a une espèce de guerre des chiffres. La France pense qu'avec 49% de laissez-passer délivrés par les autorités consulaires du Mali, le Mali ne fait pas assez. Le Mali pense être à 62% de laissez-passer délivrés. Et donc, qui a raison, qui n'a pas raison, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Donc, comme je l'ai dit au début, hein, Matignon estime en effet que 100 000 Maliens vivent de façon régulière en France. Ce sont les chiffres de 2018 et ne donne aucune estimation concernant les Maliens en situation irrégulière. Par contre, la France demande au Mali, la France a proposé au Mali de faire un deal gagnant-gagnant. Et dans ce deal-là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la France allait régulariser un certain nombre de Maliens, et ce qui donnerait en même temps l'occasion à la France d'expulser autant de Maliens qu'elle veut. D'où le côté pervers que j'ai évoqué au début. Si on ne donne pas d'estimation sur le nombre de Maliens en situation irrégulière en France et que le Mali accepte une régularisation que la France va présenter comme massive, mais en réalité, elle va régulariser que 1500 personnes. Et en face, elle va expulser autant de Maliens qu'elle veut. Et la chose, elle est présentée comme si tout Malien vivant en France avait atteint son but. Et on n'évoque pas les raisons pour lesquelles les Maliens quittent leur pays pour venir en France. Et d'ailleurs, du côté malien, on ne met pas suffisamment en avance le rôle de l'État, les besoins primaires des Maliens, les raisons pour lesquelles des jeunes de 20-25 ans, fraîchement diplômés, prennent le chemin de la France par voie terrestre en traversant les déserts avec tous les risques qu'on connaît. Ce type de choses, ce type de données n'est pas évoqué. On ne parle que des chiffres. Personne n'est satisfait finalement, ni la population malienne, donc c'est d'elle qu'on parle, hein, ni les autorités maliennes qui veulent quand même montrer un visage honorable, ni les autorités françaises dont le seul but est d'empêcher l'immigration. Donc pour rappel, justement, Nicolas Sarkozy avait proposé un quota de Maliens à régulariser. À l'époque, il s'agissait de 1500 personnes en échange de réadmission. Mais la France ne voulait pas établir de quota de réadmission. C'est-à-dire que tout simplement, elle voulait
Elle voulait avoir la main libre pour expulser autant de Maliens qu'elle veut et sur la durée qu'elle veut. Mais elle a vite compris que le Mali ne signerait jamais un accord de réadmission. Pourquoi le Mali ne risquerait pas à signer un accord de réadmission? Ça, c'est la grande question. Si aujourd'hui, de Alpha Omar Konaré à Amadou Toumani Touré à Ibrahim Boubacar Keïta, s'il y a le plus petit dénominateur commun entre tous ces chefs d'État, sachant que les époques ne sont pas les mêmes, c'est qu'il y a une réalité qui est toujours là. C'est que 20% de la population malienne réside à l'étranger. Et ces 20% de la population malienne envoie chaque année 538 milliards de francs CFA, 820 millions d'euros au pays, soit 6% du produit intérieur brut. Je répète, 20% de la population malienne réside à l'étranger. Et ces Maliens de l'étranger envoient au Mali 538 milliards de francs CFA, soit 820 millions d'euros chaque année. Ceci représente 6% du produit intérieur brut. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Même si moins de 5% des 4 millions de Maliens de la diaspora résident en Europe, la France demeure la destination européenne préférée. Il y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire que tous les autres pays de l'étranger. Mais en Europe, la destination préférée des Maliens reste la France. Certainement les liens coloniaux, certainement la langue qu'on partage. Ensuite, l'Espagne vient en deuxième position. Il faut rappeler qu'environ 30 000 Maliens vivent dans ce pays-là, donc en Espagne. Et les transferts d'argent vers le Mali augmentent chaque année de 20 à 30 milliards de francs CFA. Et ces chiffres ne sont qu'officiels. Ça, ce sont des chiffres qui émanent des agences officielles de transfert d'argent, sachant que les Maliens envoient de l'argent par d'autres canaux, des canaux qu'on ne peut pas chiffrer réellement. Et donc on estime à peu près au même montant, le même montant que les Maliens envoient chaque année au pays. Donc les canaux informels feraient certainement à peu près la même chose. Et donc on monterait facilement à 12% du produit intérieur brut. Et généralement, ces Maliens, quand vous prenez un Malien qui est cadre en France, si on prend la proportion de ses revenus qu'il envoie au Mali, c'est largement inférieur à un Malien qui n'a pas eu suffisamment d'éducation, qui va quasiment renvoyer 100% de son revenu hors le nécessaire de subsistance. C'est-à-dire qu'en gros, les Maliens qui sont généralement en situation irrégulière contribuent plus à l'effort économique du Mali que les Maliens qui ont plus d'éducation, qui consomment une grande proportion de leurs revenus en France ou dans le pays européen dans lequel ils résident. L'arme de destruction massive que la France possède aujourd'hui, c'est de lier l'aide au développement à cet accord de réadmission. La France va clairement proposer au Mali de coupler le nombre de retours de Maliens en situation irrégulière au Mali au nombre de visas que la France va attribuer au Mali. C'est-à-dire que le visa est présenté par la France comme un sésame pour les Maliens et les autorités maliennes ont l'air d'accepter cet état de fait. Les autorités maliennes se comportent comme si donner un visa à un Malien, c'était une forme de réussite. Et elles ne se posent pas de questions sur ce qu'elles devraient faire au Mali pour que le Malien reste dans son pays. Elles ne cherchent pas à retenir le Malien dans son pays. Elles-mêmes, les autorités maliennes sont en train de faire la promotion du visa malien à travers toutes les décisions qu'elles prennent, à travers tous les accords qu'elles signent, notamment lors de la visite du Premier ministre Édouard Philippe, il a été clairement évoqué le fait de compter le nombre de Maliens pour lesquels les autorités maliennes accepteront de collaborer pour leur retour au pays. Et le nombre de Maliens qui reviendra produira systématiquement le nombre de visas que la France va accorder au Mali. C'est tellement pervers qu'on se pose la question, est-ce que ce sont des adultes qui discutent de ces choses-là? D'une part, la France parle d'immigration irrégulière. Le Mali répète ce mot à la suite de la France. Pour le Mali,
l'expression immigration régulière n'existe pas. Parce que on vient de voir que ces migrants, ces immigrés dits irréguliers envoient quand même 538 milliards de francs CFA. Et donc le Mali devrait en parler autrement. Le Mali devrait les traiter autrement. Le Mali devrait discuter leur sort autrement. Mais le Mali en parle comme si c'était des déchets. Le Mali en parle comme si elle était dans la position de la France. Elle ne se pose pas de questions. En tout cas, elle ne met pas sur la table l'échec de sa politique intérieure pour maintenir les Maliens, pour fidéliser les Maliens au Mali. Euh, Elle ne se remet pas en cause quand on voit l'âge très très jeune de nos compatriotes qui décèdent suite aux tentatives de traversée de la mer pour regagner l'Europe. C'est quand même inquiétant. Quand vous regardez aussi la nature des accords bilatéraux qui sont signés entre le Mali et la France, ou même entre le Mali et l'Union européenne, pour réguler la migration, ce sont des programmes, ce sont des projets farfelus. Par exemple, on va injecter 85 millions d'euros dans un programme qui prétend donner des indications sur les candidats à l'immigration. Par exemple, on va prendre des dizaines de millions d'euros pour financer un projet au Mali. Et ce projet-là a pour but de mettre en place une base de données des candidats à l'immigration. C'est-à-dire que le Mali lui-même crée des bases de données sur sa population et les met à la disposition de l'Union européenne pour quelques miettes. Et quand on regarde ce type de projet, ça ne profite aucunement à ces jeunes candidats à l'immigration. C'est-à-dire que on a beau financer des projets, on a beau entendre dire le ministre des Maliens de l'extérieur, le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre malien, le président de la République, on a signé une dizaine d'accords bilatéraux et en réalité, personne ne voit le fruit de ces accords-là, tout simplement parce que ces accords-là sont administratifs. Ce sont des accords bureaucratiques, ce sont des accords politiques. Ça ne vient pas remplir le panier de la ménagère. Ça ne vient pas solutionner les problèmes qui font que la jeunesse malienne sort du Mali et en fait personne ne voit la couleur de cet argent-là. Et d'ailleurs quand vous analysez bien, chaque fois qu'il y a ce type d'accord qui est signé, l'Union européenne ou la France va envoyer des dizaines d'experts chèrement payés et finalement sur 85 millions sur 5 ans, peut-être que plus de la moitié revient en France. C'est le type de schéma dans lequel nous sommes. En réalité, je ne suis pas sûr que le but de l'Europe, c'est de freiner l'immigration. Je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics en Afrique, et notamment au Mali, savent ce qui est réellement leur rôle. Je ne pense pas. Je suis sûr d'une chose, c'est que la France va mettre la pression sur le Mali en miroitant des financements de dizaines de projets, chose que les dirigeants africains et notamment les dirigeants maliens aiment, signer des accords, prendre de l'argent, s'endetter. Mais en réalité, je ne vois pas comment le Mali pourrait signer un accord de réadmission. En tout cas, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, la question va être remise sur la table, on va en parler, on va en discuter. Il va y avoir certainement beaucoup d'émotions, parce que comme je l'ai dit, si 20% de la population malienne vit à l'étranger, c'est que dans toutes les familles maliennes, il y a au minimum une personne qui est à l'étranger. Et si une personne est à l'étranger, ça veut dire qu'il y a une grande proportion des familles maliennes qui seraient touchées par un éventuel accord de réadmission, parce que le Malien soit en situation régulière ou en situation irrégulière, il contribue à l'effort de guerre. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Et donc, si on signe un accord de réadmission sur leur dos, cela fait que les familles vont se retourner contre le pouvoir et là, il n'y aura plus de majorité présidentielle ou d'opposition. Les Maliens, dont les membres de leur famille sont menacés par cet accord de réadmission. C'est malheureux hein, qu'on veuille te rapatrier dans ton pays et que ça fait que ça fasse couler autant d'encre. C'est qu'il y a un problème politique quelque part, il y a un problème social quelque part. Et jusque-là, les dirigeants maliens ne font que
ne font que proposer des cache-misères, parce qu'en réalité, le contenu des accords qu'ils signent, ils ne les divulguent pas. En réalité, ce sont des accords qui ne profitent qu'à eux-mêmes. Ce sont des accords politiques, comme j'ai dit. Ce sont des accords bureaucratiques. Ce sont des accords qui servent à payer des gros salaires à des pseudo-experts occidentaux qui viennent dans nos pays vivre de ces accords-là qu'on a signés. Et ça, malheureusement, aucun dirigeant malien ne va le dénoncer. Ça, malheureusement, aucun parti politique n'en fait son cheval de bataille. Ça, malheureusement, la jeunesse malienne elle-même qui est confrontée directement à ça n'en fait pas son cheval de bataille. Il y a aussi un problème d'information, il y a un problème d'accès à l'information, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de priorité, surtout de priorité. Et c'est très triste. En tout cas, je tenais à évoquer ce volet-là de la visite du Premier ministre français au Mali, visite qui a été placée sous le sceau du développement économique et de la coopération, de la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, euh, le volet sous-jacent, en tout cas le volet qui a marqué les esprits, c'est cette tentative-là de faire plier le Mali afin qu'il signe un accord de réadmission de ces migrants qui vivent en France en situation irrégulière. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt.